C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, les chauffeurs travaillant dans le transport en commun dénoncent la petite quantité de carburant qui leur est distribuée. Pour eux, cette quantité ne peut tenir même 2 jours. C'est un bel exemple d'empathie. 11 000 sauveteurs sont déjà reconnus par la Commission Vérité et Réconciliation pour avoir sauvé d'autres Burundais dans la crise de 1972. Les détails après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page politique. La disposition de l'actuel code électoral préconisant la perte de la qualité de député une fois qu'il change de parti politique mérite d'être amendée dans le code électoral des législatives et communales de 2025 et les présidentielles de 2027. Souhait du parti Sawanya Frodebou. Phineas Nigaba, vice-président de ce parti, demande des consultations avec des responsables et des partis politiques pour l'élaboration du nouveau code électoral. Suivez à ce propos Phineas Nigaba. Aujourd'hui, nous voyons un silence absolu sur la préparation des élections. Dernièrement, nous avons entendu sur les ondes de la radio que la CENI est en train de faire quelque chose suivant le nouveau découpage administratif, mais ça nous a étonnés parce que la CENI ne peut pas faire quelque chose en rapport avec les élections, surtout avec ce nouveau découpage, sans tenir compte des partis politiques. Ça, c'est déjà un vice de procédure. Deuxièmement, au niveau du parti Sawanya Frodebou, nous voyons qu'il y a des dispositions qui méritent d'être supprimées ou bien d'être amendées. Il y a une disposition qui dit que si un député ou un sénateur change de parti politique, il est directement rayé de la liste des députés de ce parti politique. Nous voyons ça, c'est une intimidation. Un député, il y a une disposition qui est claire dans la Constitution qui stipule que un député ou un sénateur a un mandat national. Alors, si un député a un mandat national, il doit exercer ses fonctions librement. Nous, au niveau du Frodebou, nous voulons que cette disposition soit supprimée. Tout mandat impératif est nul. Deuxièmement, au niveau local, il y a les conseillers communaux. Pour les conseillers communaux, nous voyons il y a la disposition dit que chaque commune doit être représentée. Ça, c'est pas logique. Nous voulons qu'il y ait une représentativité vraiment dans laquelle se trouvent des personnes qui ont des compétences avérées. Nous voulons que maintenant cette disposition soit amendée au niveau des élections collinaires. Nous voulons que les femmes soient intégrées parce que les femmes représentent 53% de la population. Alors, nous proposons à ce que sur les 5 élus collinaires, il faut qu'il y ait 2 femmes sur 5. Ça pourrait maintenant pousser aux femmes d'être intéressées à la politique, même de trouver des solutions qui concernent les femmes en général. Il faut que la CENI sorte de son silence. Il ne faut pas que les élections soient préparées dans un silence absolu. Il faut que maintenant que les partenaires, en commençant par les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses et les partenaires techniques et financiers, soient associés dans son projet, dans son grand projet. Toujours à la page politique, le code électoral burundais devrait prévoir pour les prochaines élections que l'ethnie Batwa soit représentée plutôt par des candidats en provenance des partis politiques et non des associations œuvrant pour la promotion des Batwa. Proposition de l'association œuvrant pour la consolidation de la paix plutôt, ACOPA. Isaac Bakaniwona, représentant légal de cette association, précise que dans le dernier code électoral, cette communauté n'était pas bien représentée. Suivez-le. Dans l'ancien code électoral de 2020, je dirais même de 2015 et de 2010, la communauté des Batwa est représentée et les représentants de la communauté des Batwa viennent des organisations des Batwa. On dit les organisations les plus représentatives, mais cette affirmation peut causer beaucoup d'interrogations. Comment on peut distinguer qu'une organisation est plus représentative par rapport à l'autre alors qu'il n'y a pas eu des élections?
Ce qui a causé beaucoup d'indignation au cours des élections de 2020, puisque certaines organisations ont jugé que certaines d'entre eux sont plus favorisées plus que d'autres. Aujourd'hui, on dénombre une dizaine d'organisations de la société civile ici dans la communauté batois. Notre proposition est que dans le nouveau code électoral, que les représentants des batois viendront des partis politiques. Il faut que le code électoral exige que là où c'est possible, les listes électorales doivent comprendre certaines quotas des batois, comme il est de même pour d'autres ethnies, pour les Hutus, les Tutsis et les femmes. Nous proposons aussi, comme le Burundi fait partie de la communauté est-africaine et assez en cycle, plusieurs pays de la communauté ont intégré les quotas de représentation pour les personnes vivant avec un handicap et pour les jeunes. Si on parle de la jeunesse, on comprend les personnes âgées de 18 à 35. Puisque dans les ligues des jeunes des partis politiques, on constate que la résolution des Nations Unies 2250 n'est pas respectée. On trouve des représentants des jeunes, des ligues de jeunes qui ont même plus de 45 ans. Voilà, il faut que la nouvelle, en grosso modo, il faut que la nouvelle loi électorale comprenne des quotas pour les jeunes et pour les représentants des personnes vivant avec un handicap. Je vous le disais dans les titres, plus de 11 000 sauveteurs dans la crise qu'a connue le Burundi en 1972 sont déjà reconnus au sein de la Commission Vérité et Réconciliation. Cela a été dit ce mercredi par le président de cette commission lors d'une conférence publique qu'il a animée avec les sauveteurs locaux et internationaux. Quant à ceux qui ont été sauvés, il remercie leurs bienfaiteurs tout en demandant aux autres Burundais d'avoir cet esprit. Les détails, c'est dans ce reportage de Jean-Marie Vianney Ngentakumana. Certains rescapés de la crise qu'a connue le Burundi en 1972 remercient sincèrement ceux qui ont sauvé leur vie. Honorable Firmin Nahayo évoque le curé de la paroisse Makebuko de cette époque, Charles Gahebe, qui l'a sauvé alors qu'il était déjà dans les mains de ceux qui voulaient le tuer. Quant à maître Fabien Segatwa, les archevêques Joachim Luhuna et Evariste Ngoyagoye l'ont caché dans un lieu sûr alors qu'il était sur la liste déjà à assassiner. Plus de 11 000 personnes burundaises et étrangères ont été identifié par la CVR comme ayant sauvé des vies humaines pendant cette crise de 1972, indique Pierre Claver Ndaïchalié, président de la commission Vérité et Réconciliation. Les effectifs déjà atteints au niveau provisoire, nous sommes à plus ou moins 11 000 sauveteurs reconnus comme tels parce que racontés par les rescapés, les sauvés. Mais j'ai précisé dans mon liminaire, quelqu'un peut sauver 2 personnes en Ngozi centre et faire tuer 20 personnes non loin de Ngozi, à Mousseini ou à Kiremba. Ces gens-là, la CVR ne les appelle pas des sauveteurs. Fidèles, constants, parce qu'ils ont sauvé ici et ils ont fait tuer ailleurs. Nous cherchons des sauveteurs véritables, ça veut dire les véritables porteurs des valeurs de l'humanité, des valeurs de l'Ubuntu, ça veut dire l'homme qui réellement, aux yeux de la communauté, est vu comme un véritable Mushingantahe. Le président de la CVR fait savoir que la commission compte mener une identification de toutes personnes qui ont été tuées dans les différentes crises qu'a connues le Burundi et ceux qui ont sauvé des vies humaines pendant cette période. Et tout cela conformément à l'article 6 de la loi régissant la commission Vérité et Réconciliation qui a été promulguée en 2018. Plus de 17 milliards de francs burundais sont entrés dans le trésor public à travers le ministère de la Justice au cours de l'exercice 2022-2023. Annonce du ministre de la Justice lors de la présentation des réalisations ce mercredi. La ministre de Minewa Nyangimbona indique également que les prisons ont organisé des activités génératrices de revenus dans le but de lutter contre l'oisiveté des prisonniers
et de les préparer pour la réinsertion. Suivez à ce propos la ministre Banyangimbona. Différentes prisons ont organisé des activités génératrices de revenus, ceci pour lutter contre l'oisiveté des détenus et les préparer à la réinsertion. Ainsi, les travaux initiés dans les établissements pénitentiaires sont notamment la riziculture, la plantation de palmiers à huile, la plantation de tomates et du thé, la production du savon ainsi que l'élevage d'ovages et de chèvres, sans oublier les activités de couture et de menuiserie qui se réalisent au niveau des prisons. Dans le domaine foncier, le ministère de la Justice a entamé une sensibilisation de la population pour l'enregistrement des terres. C'est dans ce cadre que 7890 titres de propriété ont été délivrés par la Direction des titres fonciers et du cadastre national, ce qui a permis à cette direction à réaliser des entrées au trésor public d'un montant de 13 657 720 487 francs burundais. Les autres secteurs de la justice, comme celui en charge de la lutte contre la corruption et les autres services judiciaires, les administrations personnalisées et les services centraux ont perçu pour le compte du trésor public un montant de 3 527 776 097 francs burundais. Ainsi, le total des montants versés sur le compte du trésor public au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023 s'élève à 17 173 883 584 francs burundais. Bien plus, les intérêts de l'État ont été sauvegardés. C'est ainsi que par les actions menées par ses avocats, l'État du Burundi a été épargné de dépenser un montant de plus ou moins 400 milliards. Avant de clore ce journal, les 20 litres distribués à ceux qui ont besoin du carburant dans les stations ne suffisent pas compte tenu des courses. Les transporteurs en commun apprécient le système d'alignement qui leur donne espoir d'avoir accès au carburant plus facilement. Ils demandent aux responsables et chargés de la distribution de trouver solution à ce problème qui paralyse leurs activités. Le reportage de Jean-Marie Mayonga. Dans différentes stations visitées le matin de ce mercredi, certains transporteurs nous ont signalé que la quantité d'essence distribuée le soir de ce mardi n'a pas duré assez de temps à cause de l'effectif et de ceux qui en avaient besoin. À la station Interpétrole, à côté de l'ex-EPAF, le carburant reçu n'a pas été servi à tous les nécessiteux et jusqu'à 8h du matin de ce mercredi, aucune goutte dans les réservoirs était trouvée à cette station. À la station Mogas, juste à côté de l'endroit appelé face à face, de longues files d'attente s'observent. Certains chauffeurs qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros nous ont dit qu'ils travaillent à perte et précisent que même les 20 litres distribués ne font rien car ils ne peuvent pas les utiliser même pendant 2 jours. À la station Kingstar Bouiza, il n'avait pas de véhicule qui attendent la distribution du carburant. À Nyakabiga, à la station qui se trouve à 9e avenue, quelques véhicules étaient alignés, mais ce qui nous a surpris est que les réservoirs de l'essence étaient couverts de sacs, croyant que la station ne fonctionne plus. Les gens qui ont des véhicules demandent à ceux qui sont chargés à la distribution du carburant de trouver solution à ce problème du manque du carburant et souhaite que le transport de ce produit soit effectué par bateau ou augmenter le nombre de transporteurs par camion pour voir comment résoudre ce problème. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.